Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. La Légion étrangère française est redoutée des ennemis de la France et parfois enviée par ses alliés. Son mode de fonctionnement est unique. Elle recrute des hommes venus du monde entier pour servir la France. Les légionnaires apprennent à se battre, à vivre ensemble, à faire corps. Qui sont alors ces hommes venus d'ailleurs pour servir un pays qui n'était pas le leur? Guerriers romantiques, idéalistes ou têtes brûlées? Nos reporters Fanny Allard et Claire Pacalin ont suivi les soldats de la 13e demi-brigade de Légion étrangère depuis leur régiment au Larzac jusqu'en mission au Mali où la France est engagée dans l'opération Barkhane. Reportage. Réveil! Matin d'hiver, plateau du Larzac. Il est 5 heures, pas le temps pour un petit déjeuner, c'est jour d'exercice. Bon, on fait une petite marche de cohésion. La section elle fait petite marche. Bon. Si ces hommes parlent français avec des accents d'ailleurs, c'est parce qu'ils appartiennent à la mythique Légion étrangère. Dans la légende des guerres modernes, elle passe pour l'une des meilleures armées du monde. 4 sections rassemblées sur le rang pour l'appel de matin, 21 caporaux et légionnaires, à vos capachefs, go! Plus que 2 semaines avant d'affronter le désert malien. Programme du jour, marche tactique non loin du régiment. Allez, garde-vous! Ces hommes viennent du monde entier pour servir la France, cette patrie qui n'est pas la leur. En échange d'une nouvelle vie, ils se convertissent à la Légion étrangère. Pour créer un bloc homogène et solidaire avec 140 nationalités différentes, une discipline d'acier s'impose. C'est bon, mon instant complet. On est parti pour une marche de vingtaine de kilomètres, avec 400 mètres de dénivelé. Direction, c'est la cavalerie, sud-est, formation, une colonne. Le légionnaire Maxime est belge. On le surnomme le petit frère parce qu'il est le plus jeune de la compagnie. Depuis qu'il est enfant, son rêve est d'intégrer la Légion étrangère. Il s'est engagé à l'âge minimum requis avec l'autorisation de ses parents. Et dès que j'ai eu 17 ans et demi, le 6 février, direction Paris, engagé à Paris, une semaine à Paris, puis au Bagne. Et puis voilà, c'est parti, quoi. On a de mon âge qui s'engage, mais après, il ne reste pas. Il demande à partir civil. Avant la Légion, Maxime perpétuait la tradition familiale chez les compagnons du Tour de France. Il était apprenti charpentier. Ouais, moi, mon père, il voulait aussi que je reste chez les compagnons, parce qu'il est compagnon aussi, donc ça lui faisait super plaisir. Mais après, voilà, comme il m'a dit, de toute façon, je ne vais pas t'empêcher de faire ce que tu veux. Et si tu veux y aller, ben vas-y, mais vas-y à fond, quoi. Mais quand il m'a déposé à Paris, il m'a quand même dit, oui, si tu veux faire demi-tour, c'est bon, tu peux rentrer à la maison, quoi. Je dis non, non. Ben voilà, maintenant il est super fier, il est content, quoi. Puis voilà, je le vois aussi quand il parle, il est content de dire ouais, mon fils il est à la Légion étrangère, quoi. Pendant près de 2 ans, les hommes renoncent à certaines libertés. Ils ne peuvent ni devenir propriétaires, ni se marier. Ils ne possèdent pas de papier d'identité civile et servent sous un nom d'emprunt. Les légionnaires préparent la mission depuis plusieurs mois. Dans ces caisses, l'armement, les gilets pare-balles, les postes radio ou encore les lunettes de vision nocturne. Autant de matériel indispensable au combat, transporté vers le désert par voie aérienne en amont du départ en mission. Le sergent Giacomo est italien, 10 ans de Légion, 2 tours en Afghanistan. C'est la première fois qu'il se rend au Mali. Le but c'est partir en opération. C'est pas rester au quartier. Ouais. C'est pour combattre le terrorisme, bien sûr, pour pas que ça arrive ici, en France ou en Europe. C'est ça le but. Pas très loquace, l'Italien n'est pas habitué aux caméras.
Vous n'avez pas très envie de me parler, non? Non, il y a beaucoup de travail. Ouais. Allez, cassez bien. De l'autre dedans. Opérons, ok. Depuis 2013, la France est engagée au Mali dans l'opération Barkhane. Elle soutient les forces armées maliennes dans leur lutte contre les groupes djihadistes. C'est cette mission que les légionnaires vont accomplir pendant 4 mois. Vous allez récupérer les munitions avec le sergent et vous remettez en place pour un nouveau déroulé. À 4300 km des plaines austères du Larzac, quelque part au Mali, près de la frontière nigérienne, nous retrouvons le sergent Giacomo, l'Italien, et ses hommes. Ils ratissent une zone où de violents combats ont eu lieu 4 jours plus tôt entre l'armée française et ses adversaires. Dans cette zone circulent plusieurs groupes armés djihadistes, parmi eux l'État islamique dans le Grand Sahara. Kouta, il a trouvé quelque chose? Un étui? Comme ça, Kouta? Tous comme ça? La même calibre, oui. À Bleu 221, donc sur ma position, au sol des étuis de canon 30 mm de Tigre avec ces maillots, environ une quinzaine. Ça c'est un maillot de la bande de mitrailleuse 14-5. C'est l'armement de bord utilisé le plus souvent par les djihadistes sur leur pick-up. Pendant que le groupe scrute le sol à la recherche de traces, c'est au caporal Brandon de sécuriser la zone. Cet Américain du Tennessee a appris dès l'adolescence à se servir d'une arme. We haven't had contact, so I haven't had to use it. Lors de l'assaut, un soldat français a été blessé par balle, une vingtaine de djihadistes mis hors de combat. Ici, la mort ou la blessure sont de simples hypothèses de travail. On n'a pas peur. On est prêt, c'est tout. Personnellement, je ne pense pas trop à la mort. Parce que de toute façon, si on est destiné à mourir un jour, voilà, ça arrive. Les légionnaires passeront la nuit sur ce camp, une base temporaire où il ne reste jamais plus de 24 heures. Chaque soir, c'est le même rituel. Installer les lits pliants, nettoyer les armes malmenées par la poussière, charger l'eau dans les véhicules et refaire les sacs. La base, c'est 24 heures d'autonomie. Bon, il y a juste un menu que j'aime pas, c'est le numéro 3, c'est Navaran d'agneau, c'est dégueulasse. Donc ça, à éviter. En Afghanistan, les combats étaient quotidiens. Ici, au Mali, ils se font attendre. On est supérieur en nombre et en équipement. Donc je ne pense pas qu'ils vont se confronter contre la force suivante. Parce qu'ils sont trop faibles contre nous. Ouais. Courir après un ennemi qu'on ne croise jamais, rien de plus frustrant pour un légionnaire. Bon, peut-être on va avoir la chance un jour. Ouais. Depuis sa création au milieu du 19e siècle, la Légion étrangère donne une seconde chance à des hommes au passé encombrant, comme Brandon. Comme son père et son frère avant lui, le jeune homme aurait voulu entrer dans l'armée américaine. I got a DUI, driving under the influence, so that's why they will let me in. Même après 4 ans, ses camarades ne se sont pas habitués à ses goûts musicaux. Not good country music. Yeah, what are you talking about? It's American country music. It's the rednecks of America. Yeah, what are you talking about? You're Croatian. You don't know country music. Brandon a 37 ans et n'est pas marié. Ses permissions, il les passe aux États-Unis avec ses neveux et nièces. You never know what, military, so you never know what's going to happen, so I try to spend time with people that are close to me as much as I can.
Would you like to start a family of your own when you get out? Oh, of course. I'm looking forward to doing that as well. Find the right person, have a family, have little kids of my own. So. Une journée de plus dans le désert. Les hommes de Giacomo s'apprêtent à partir en patrouille. Encore. Dans l'un des vieux véhicules blindés de l'armée française, le sergent surveille l'itinéraire. Toujours la hantise des pièges et des mines artisanales, la première cause de mortalité pour les soldats français. Les véhicules évitent les routes et coupent à travers le désert. Alors ça secoue. Sous l'acier brûlant du véhicule blindé, plus la journée avance, plus la température monte, jusqu'à 50 degrés. Dès que je rentre en France, la première chose que je vais faire, c'est prendre une bonne douche. Au week-end, je vais sortir, je vais manger un bon plat de sushi avec un coca fraîche, des fruits. Je vais regarder quelques films. Le premier week-end, je sors. Bien sûr, je vais sortir quelque part. Montpellier peut-être. Je vais à la mer. Voilà, c'est ça qu'est-ce que je fais. Débarqué. Aujourd'hui, la mission des légionnaires est d'inspecter un sous-bois où aucun soldat français n'est passé avant eux. Ils arrêtent chaque personne qu'ils croisent pour recueillir des renseignements. Il y a un civil qui vient d'annoncer qu'il y a 3 motos qui ont taillé la route vers le sud. Allez, 23. Some of the people are very helpful, the civilians, because they want to get rid of the terrorists. And so, or they could be working for them and getting paid to say, hey, we went this way, and they went the other way. So hopefully it's true that he's telling us the real information. So, you know, a lot of these civilians are good people. You know, they don't have a lot, and then there's always those bad people that want to use the civilians to hide, and they fight like cowards. They use the civilians to hide and everything like that, and threaten the civilians. But on est dans une forêt très touffue qui pourrait tout à fait servir de refuge. Les hommes sont à l'affût de la moindre trace de vie. Ici, la végétation forme un genre d'abri. Ce sergent s'approche. Des restes de feu, mais pas seulement. Ça, par contre... Qu'est-ce que c'est? Les papiers écrits en arabe. Blocade ici Makoskar, donc je suis tombé sur un genre de campement avec des restes de feu et des papiers déchirés marqués en arabe dessus par les. Mike India Makoskar suivi. La zone on voit c'est couvert comme ça, quand l'avion est en train de passer, il n'y a personne qui voit. Et en plus on est juste à l'oued là, juste à la fin de l'oued là, ils voient tout ce qui passe. Et eux ils sont cachés et nous on passe, on les voit pas. C'est bien caché là. Des photos des documents sont envoyées à un traducteur. Il s'agit de sourates et de données GPS. c'est un vrai jeu de puzzle. Hein. Oui, pas encore. Faut les appeler. Cette fois encore, des indices, mais un ennemi toujours invisible. Un peu plus loin, le sergent Giacomo, l'italien, et ses légionnaires encerclent un pick-up surchargé. On va procéder à la fouille du véhicule et la fouille à distance de personnel. Voilà, si c'est bon, c'est clair, il n'y a rien de suspect. Après, ils repartiront. Pas d'armement, seuls quelques bidons d'essence, des vêtements et du riz. Dans le désert, les groupes djihadistes circulent eux aussi en pick-up. Chaque véhicule est donc potentiellement suspect. Après l'opération Serval en 2013, les groupes armés se sont fragmentés. Conscients du déséquilibre de leurs forces, ils n'attaquent presque jamais les soldats de Barkhane directement. Pour ces légionnaires dont le combat est le cœur de métier, les journées se ressemblent. C'est la guerre de l'attente. Ok, les consignes de la guerre toujours comme d'hab de 19h à 5h du matin. Okay, ici, il y a la liste des gars. Beaucoup de ces hommes sacrifient leur vie personnelle à la Légion étrangère. Elle devient leur famille. Pour le sergent Giacomo,
Cette mission au Mali sera la dernière. Après 10 ans de Légion, il a décidé de s'en aller l'été prochain pour retourner chez lui, dans le nord de l'Italie. C'est sûr, ça va me manquer. Oui. Je pense qu'il faut au moins 3-4 ans avant de retourner moitié civil. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a vécu ça? Comme boulot, on peut faire tout. Les jeunes, ils peuvent faire tout après. On n'est pas en contact avec les hommes de la même manière après. Non, on ne peut pas les faire pomper si ça se passe mal, oui, ça c'est vrai. Meneur d'hommes, respecté par ses légionnaires, il ne nous dira jamais pourquoi il s'est engagé. Qu'est-ce que vous avez trouvé à la Légion? Beaucoup de choses. Les camarades pour tout le reste de ma vie. J'ai voyagé dans des pays où je n'ai jamais été. En fait, pour moi, ce n'est pas un boulot, c'est une passion, on peut dire comme ça. C'est quelque chose que vous avez dedans. Voilà, c'est pas quelque chose que vous apprenez 100% à la Légion. Voilà. Nous laissons le caporal Brandon et le sergent Giacomo sous le soleil brûlant du Sahel pour encore 2 mois de mission. Les hommes entrent à la Légion étrangère comme on entre en religion, un sacerdoce. La Légion pardonne les erreurs du passé et adopte les légionnaires comme des fils, mais à condition qu'ils se donnent absolument. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Focus ce soir sur les écoles hors contrat. Pas de subvention publique, gestion autonome. Elles n'ont pas à suivre les programmes officiels. Certes, elles ne pèsent pas lourd dans le paysage éducatif français. Environ 0,6% des élèves scolarisés. Mais elles sont en pleine croissance depuis 10 ans, avec un bond de plus 14% en 2017. Le reportage de Julien Sauvaget. Bienvenue à l'école dynamique. Une école un peu particulière. Ici, il y a bien des livres scolaires, mais pas de salle de cours comme on l'entend habituellement. C'est l'endroit où on travaille, où on fait de l'administratif, où on se repose, on lit des BD. Car ici, pas de prof, pas de cours formels et encore moins de leçons. L'enfant apprend suivant ses envies, à son rythme, en choisissant librement son emploi du temps. Donc là, on va descendre dans les escaliers, l'endroit qui va nous mener au sous-sol, les endroits où on va s'amuser, surtout. Une sorte de cours de récréation en libre accès. Ici, c'est la salle média. La salle média est l'endroit où on va jouer aux ordinateurs, faire jouer à la PS3. Cette école est une école où en gros tu vas apprendre par toi-même. Si tu as envie de l'aide, tu vas demander aux personnes et au staff, aux responsables et ils vont t'aider. Les responsables, car oui, il y en a. Ce ne sont pas des professeurs, mais bien des adultes. Ils sont 8, chargés de veiller au bien-être des 45 enfants de cette école, qui d'ailleurs ici ne s'appellent pas des élèves, mais des membres. Je dirais que c'est un lieu où l'enfant est vraiment considéré comme une personne à part entière. Et ça veut dire qu'en fait, chaque personne dans cette école, dans ce collectif, est libre de faire ses propres choix en fait, concernant ses apprentissages, mais aussi tous les autres domaines de la vie. Donc on crée un espace dans cette école de liberté qu'on négocie ensemble. En fait, on voit quelles sont les limites justement de cette liberté qu'on peut s'accorder ensemble. Mise en place sur le modèle des écoles américaines Sudbury, cette école est autogérée. Chaque semaine, les membres, adultes et enfants, se regroupent dans une salle dédiée pour débattre des règles de vie commune. Il y a des règles, il y a tout un règlement, avec plein de règles. Règlement. Qui sont à respecter. Quand elles ne sont pas respectées, n'importe qui peut faire un appel au CEA et, pour protéger l'école. Le CEA,
c'est la commission d'enquête et d'arbitrage, une sorte de justice scolaire délivrée par ses membres. Ce jour-là, Jade, 5 ans, a cassé un bouton de radiateur en jouant. Il va falloir que tu trouves quelqu'un ou que toi-même tu trouves l'argent pour rembourser le bouton du radiateur que tu as détérioré. Donc il faudra que tu demandes, je sais pas, à tes parents, à des amis. Tu pourras trouver 15 € d'ici une semaine. 15 €? Oui. D'ici une semaine. Okay. Le maître mot de cette école, indépendance, responsabilisation et autonomie des enfants. Un auto-apprentissage de la vie en société. Aux États-Unis, où ce modèle d'enseignement est né à la fin des années 60, d'anciens membres ont été admis dans des universités prestigieuses. Et beaucoup ont développé des compétences certaines pour monter leur propre entreprise. Cette autonomie et cette prise de confiance en soi, c'est ce qui a séduit le père de Lisa, qui a vu sa fille s'épanouir depuis qu'elle a intégré cette école. Quand on est heureux et qu'on a confiance en nous, on a beaucoup plus d'éléments pour s'en sortir dans la vie. On peut connaître, avoir une culture immense, mais si on n'a pas confiance en soi, ça ne marche pas non plus. Mais de nombreux parents choisissent des écoles beaucoup plus traditionnelles pour leurs enfants, basées sur la confession. Ici, la classe commence tous les jours par une messe. Uniforme de rigueur pour une scolarité ancrée sur des valeurs telles que la discipline et le travail. Pour nous, la priorité du primaire, c'est les fondamentaux, donc c'est d'arriver en 6e avec une agilité sur les choses de base. Et donc pour moi, de savoir que mes filles savent être à l'aise avec les notions de base en français, en maths, et arrivent comme ça en 6e sereinement, c'est vraiment hyper important. Il faut des canaux larges et des eaux profondes. Cette école, créée en 2011, peut désormais, avec plus de 5 ans d'existence, passer sous contrat de l'éducation nationale. Elle rejoindrait ainsi les près de 9000 établissements d'enseignement privés présents en France. Un contrat lui permettrait surtout d'obtenir des financements, car une école hors contrat, si elle est libre du contenu de l'enseignement dispensé, ne perçoit en contrepartie aucune aide financière directe. La source principale de financement, c'est les scolarités, qui représentent environ 80% de nos recettes. Et le reste provient de dons, qui sont défiscalisés. Donc on a quand même un soutien indirect de l'État par le biais de la défiscalisation des dons. Mais effectivement, on ne reçoit aucune subvention de personnes publiques. En France, l'instruction est obligatoire, mais libre dans sa forme. Seule contrainte pour ces écoles hors normes, assurer le socle commun de connaissances et de culture requis par l'État. L'engouement pour ces méthodes alternatives progresse d'année en année. Sur les 6 millions d'enfants scolarisés, seuls 35 000 sont dans ces structures alternatives. Mais c'est presque 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Très bien. Maintenant, faites-moi la tire, Le Brésil, grand producteur agricole, est le pays qui utilise le plus de pesticides de synthèse au monde, notamment des molécules dont la pulvérisation est interdite en Europe. Un projet de loi surnommé « Loi Venin » par ses détracteurs vise désormais à assouplir les règles qui encadrent la commercialisation et l'utilisation de nouveaux pesticides. L'ONU a mis en garde le gouvernement brésilien. Elle rappelle que le lourd soupçon sanitaire pèse sur les pesticides de synthèse, surtout pour les populations surexposées. C'est le cas dans cette région au nord-est du Brésil où se sont rendus Maria Gbé et Florence Guanard. Des milliers d'hectares de bananiers, une production colossale destinée à 80% aux marchés européens. Nous sommes à Limoeiro do Norte dans le nord du Brésil. Tous les jours au petit matin, des dizaines de bus parcourent la région pour amener les travailleurs sur des plantations comme celle-ci. La banane est devenue la principale source de revenus dans cette région semi-aride. Alors pour soutenir un niveau de production très élevé, l'utilisation intensive des pesticides est devenue la norme. Parce que l'agroalimentaire utilise tout ce venin à grande échelle, les petits producteurs ont pris le pli et désormais ils font pareil. Car ces fameux insectes nuisibles ont commencé à affluer dans les champs de ceux qui n'utilisaient pas de grosses quantités. Reginaldo Araujo lutte contre l'utilisation des pesticides de synthèse, du venin, comme tous l'appellent ici. Aujourd'hui, il rend visite à un petit producteur local.
E a manipulação é o senhor mesmo que faz. Aí o técnico diz como é que você usa aqui, ele é para usar, você pode usar 10. Pas de contrôle, aucun équipement de protection. Au Brésil, l'utilisation des pesticides est peu contrôlée. Pourtant, c'est le plus grand consommateur au monde. D'après Reginaldo, à Limoeiro do Norte, les conséquences seraient de plus en plus désastreuses. Ces produits s'infiltrent dans les nappes phréatiques, dans le lit des rivières, et on finit par polluer toute la région. C'est pour ça qu'ici on a un grand nombre d'enfants, de femmes, de personnes avec des cancers, des malformations. C'est à cause de ce déséquilibre, de l'usage abusif des pesticides, qui est devenu incontrôlable. Ça, c'est une mammographie. C'est comme ça qu'on a détecté la puberté précoce de ma fille, c'est-à-dire le développement anormal de ses seins. La fille de Lucie a seulement 1 an lorsque son dérèglement hormonal est diagnostiqué. Pour les médecins, les pesticides sont les responsables. Leur seule recommandation, changer radicalement l'alimentation de sa fille. Mais pour Lucie, c'est un pari difficile. Aujourd'hui, comment vous faites pour éviter les pesticides? Je ne peux pas faire grand-chose, car il faut bien continuer à vivre et à se nourrir. Mais c'est sûr que je n'ai pas confiance dans la qualité de notre sol et de notre sous-sol. Je me méfie de notre eau et même de l'air qu'on respire. Partout où je vais, je me dis que je suis sans doute en train d'être contaminée. Le cas de Lucie et de sa fille Laïsa est loin d'être isolé. Selon une étude récente publiée par des chercheurs de l'université de Fortaleza, à Limoeiro do Norte, le taux de malformation chez les enfants serait de 75% plus élevé que la moyenne brésilienne. Le taux de cancer serait supérieur de 38%. Visualmente, a gente identifica que o Ceará é dos estados que mais tem casos de intoxicação. Le docteur Saulo Diogenes fait partie du groupe de recherche qui a mis en avant ces données. Nous défendons l'affirmation selon laquelle n'importe quel taux de pesticides de synthèse est nocif pour la santé, car ce sont des molécules qui s'accumulent dans l'organisme. Souvent, ça n'a pas d'effet notable à court terme, mais au fil du temps, cette accumulation dans les tissus, dans les graisses, va peu à peu provoquer des dégâts. C'est exactement ce que ces 10 années de recherche ont démontré. Dans le sang et les urines des habitants, des traces de pesticides en quantité alarmante, dont l'alachlore, aujourd'hui interdit en France. 5 autres des pesticides les plus vendus au Brésil sont interdits en Europe. Pourtant, dans la capitale Brasilia, un projet de loi polémique qui faciliterait la mise sur le marché de ces produits est en discussion à l'Assemblée. À la manœuvre, le puissant lobby du Front parlementaire de l'agriculture, dont Adilton Sachetti fait partie. L'utilisation de pesticides dans l'alimentation a-t-elle vraiment porté atteinte à la santé? Parce que dans les années 50, l'espérance de vie était à peine de 50 ans. Maintenant que nous utilisons les pesticides de synthèse, l'espérance est passée à 74 ans. Alors, est-ce qu'on ne serait pas un peu en train de se tromper de problème? Contrairement à ce qu'on dit, ce projet de loi n'est pas conçu pour profiter aux producteurs. Notre objectif, c'est d'enlever certains pesticides du marché et de permettre l'arrivée de produits nouveaux, moins toxiques et plus modernes. C'est ça que nous voulons. Au-delà des conséquences sanitaires, à Limoeiro do Norte, gare à ceux qui luttent contre l'épandage intensif. Massia pleure la mort de son père Zemaria, activiste, abattu ici en 2010 de 25 tirs de revolver par des hommes de main de puissants producteurs de la région. C'est très dangereux de défendre cette cause, car bien qu'elle soit noble et juste, elle va à l'encontre des intérêts de grands producteurs. Des gens qui ont beaucoup de pouvoir et qui en veulent toujours plus. Mon père disait souvent, cette lutte, c'est la lutte de David contre Goliath. Au Brésil, en moyenne, un activiste environnemental est assassiné toutes les semaines. Pour beaucoup d'entre eux, l'adoption du projet de loi sur les pesticides constituerait une atteinte grave à des droits de l'homme déjà fragiles dans ce pays. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Alors que la Côte d'Ivoire affiche des taux de croissance records depuis plusieurs années, les candidats au départ vers l'Europe sont de plus en plus nombreux. Le chômage, le désœuvrement et surtout les mirages d'un Eldorado européen poussent chaque année des milliers d'Ivoiriens sur les routes de l'exil.
La Côte d'Ivoire se place au 3e rang des pays d'Afrique de l'Ouest pour le nombre de migrants qui tentent de gagner l'Europe, après le Nigeria et la Guinée, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Pour certains, le voyage tourne court et ils sont renvoyés au pays. Le retour est souvent très difficile, entre sentiment d'échec et rejet de leurs proches. Notre correspondant en Côte d'Ivoire, Thijs Broek, est allé à la rencontre de ces retournés. Voici son reportage. C'est l'histoire de 2 Africains perdus dans le Sahara. La pièce, intitulée « Tu ne me comprends pas », dénonce avec humour les mirages de l'immigration clandestine. Dis-moi mon ami, quand on sera là-bas, quel travail tu feras? Je t'ai déjà dit que ce n'est pas une question d'emploi, mais de dignité. Moi, je me ferai une belle femme blanche. Un migrant économique, un réfugié politique. En Côte d'Ivoire, les motivations de ces candidats au départ interpellent. On est censé être dans des conditions vraiment qui permettent de se réaliser. Et pourquoi ils partent? Pourquoi ils ne peuvent pas réaliser leurs rêves ici? Alors pourquoi ils partent? Donc on a voulu quand même s'interroger là-dessus et surtout interpeller tout le monde pour dire attention, nous sommes arrivés à un niveau où le problème est devenu trop fort. C'est le paradoxe ivoirien. Alors que son économie est l'une des plus dynamiques d'Afrique, de plus en plus d'Ivoiriens se lancent à travers désert et Méditerranée vers l'Eldorado européen. Historiquement terre d'accueil, le pays s'est mué en point de départ. Mais parfois, souvent, cette aventure fait long feu. Les images des Ivoiriens vendus comme esclaves en Libye ont choqué. Nadou Niapo a passé près de 6 mois dans une prison libyenne. Chaque matin, les gens venaient, on était là, on regardait, on ne savait pas ce qui s'y passait. Souvent on prenait des gens, on partait avec eux, on ne revenait pas avec eux, on prenait des filles, on partait avec eux, on ne revenait pas avec eux. Donc nous on a commencé à se questionner, c'est ça, on nous a dit non, ici les gens prennent les gens pour aller les vendre. Il réussit à s'évader, échappe de peu à la mort. Nadou Niapo parvient à rentrer à Abidjan. Nous le retrouvons un soir dans un grain, sorte d'agora ivoirienne où chacun peut s'exprimer librement. Il participe à un atelier de sensibilisation sur les dangers des migrations clandestines. Il partage son expérience et met en garde les potentiels candidats au départ. Et si tu as un boulot, si tu es payé à plus de 200 000, moi je pense bien que ici tu es mieux. Parce que là-bas il y a les impôts, il y a la réalité. Si tu n'es pas à jour dans ton séjour, tu es obligé de te cacher. C'est-à-dire tu quittes ton boulot, tu viens à la maison, tu es toujours stressé. Donc quel conseil je peux donner à mes frères? C'est de rester ici et s'organiser. Nadou Niapo a eu la chance d'avoir été accepté et compris par ses proches. Car après l'enfer du voyage, commence parfois le cauchemar du retour. Cynthia Ekra anime ses ateliers de sensibilisation. Elle évoque le cas d'une retournée, tombée enceinte après un viol collectif en Libye. Et cette jeune fille, quand elle revient, c'est mes parents qui l'ont encouragée à prendre la décision de partir, d'aller tenter l'aventure. Mais dès l'aéroport, ils l'ont rejetée. Ils l'ont rejetée. Sentiment d'échec, dette impossible à rembourser, le retour est souvent synonyme de honte pour la famille du retourné. Kamate Kadi voulait rejoindre son mari, un sans-papier en Italie. Elle embarque sur un bateau de fortune avec sa fille de 5 ans et dérive pendant 3 jours, sans eau ni nourriture. Les gardes-côtes libyens les repêchent et elle sera rapatriée en Côte d'Ivoire. Quand je suis venue en Côte d'Ivoire, dans le quartier, quand j'y passais, on me montrait, on disait que c'est celle qui est partie en Libye, ce n'est pas marché. J'avais honte de moi-même. Kamate Kadi vit aujourd'hui avec sa mère. Cette dernière est soulagée qu'elle soit toujours vivante, mais a mal vécu son retour. Mon ex-mari a réussi à aller en France, avec l'enfant de l'une de ses autres femmes. Moi et ma fille, on est restés. Aujourd'hui, il nous rejette. Alors j'aimerais qu'elle reparte, parce que la famille nous critique et nous dit que nous sommes des incapables. Alors Kamate Kadi cherche un autre moyen de rejoindre l'Europe. Plus encore que la fragilité économique, la pression sociale pousse les Ivoiriens au départ. Malgré les ateliers de sensibilisation, malgré les images de naufrages au large de la Libye, le rêve d'un ailleurs fait de succès et de richesse reste le plus fort.
Direction à présent Chemnitz, cette ville d'ex-Allemagne de l'Est sous haute tension depuis qu'un jeune Allemand a été tué fin août lors d'une altercation avec 2 demandeurs d'asile venus de Syrie et d'Irak. Sans délai, des groupes d'extrême droite ont orchestré une série de manifestations, certaines réunissant jusqu'à 6000 personnes. Slogans hostiles aux immigrants, débordements, scènes de chasse à l'homme ciblant des personnes d'appartenance étrangère. Les néo-nazis bien implantés dans cette région étaient nombreux. Mais il y avait surtout des habitants locaux unis par le rejet de la politique migratoire allemande. Face à eux, des contre-manifestations, des concerts, des actions menées sous diverses bannières politiques. Reportage sur ce grand fossé allemand devenu. Anne Maillet. Chemnitz, 10 jours après le drame. Sur le lieu du crime, des bougies et des fleurs à même le sol. Les passants s'y recueillent toujours en mémoire à Daniel, un jeune Allemand d'origine cubaine tué lors d'une altercation avec des demandeurs d'asile. Le calme est revenu dans la ville, mais les esprits sont loin d'être apaisés. Les mots sont toujours aussi violents. C'est la haine contre ces étrangers et la manière dont ils se comportent chez nous. Quand je viens en ville, j'ai encore plus peur qu'avant. On ne connaissait pas ça ici avant à Chemnitz. C'était une ville sans bagarre et sans viol. Et tout ça, c'est à cause de cette nouvelle immigration. C'est à croire que la colère ne demandait qu'à éclater. À la mairie, c'est toujours la gueule de bois. Et cette question, comment l'extrême droite a-t-elle réussi à mobiliser des milliers de personnes dans cette petite ville de Saxe? Ce qui m'a vraiment choqué, c'est leur capacité à instrumentaliser ce meurtre, à réunir autant de gens autour de l'extrême droite, tous prêts à descendre dans la rue. Mais est-ce bien si surprenant? Aux portes de la mairie, nous retrouvons le porte-parole du mouvement anti-migrant pro-Chemnitz, l'organisateur des manifestations. Benjamin Schocke connaît bien sa ville et ses habitants. Les jeunes partent s'installer en Allemagne de l'Ouest. Seuls les anciens restent ici. Et papy et mamie ont bien du mal à s'habituer aux familles syriennes de 10 personnes qui s'installent juste au-dessus de chez eux. Le parti mobilise sur les réseaux sociaux et dans la rue. Depuis 2015 et la crise migratoire, c'est un jeu d'enfant. Ce meurtre, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais les habitants n'en pouvaient déjà plus avant. Et c'est pour ça qu'ils sont venus si nombreux à ces manifestations. En plein entretien, un retraité nous interrompt. Nouveau déferlement de colère. Ils ne vont même pas travailler. Vous savez, j'ai 67 ans et j'ai travaillé pendant 45 ans sur des chantiers. Mais les étrangers, eux, traînent dans les rues et ne font rien. Pourquoi ils ne vont pas travailler? C'est sur ce sentiment diffus d'insécurité et de déclassement que prospère l'extrême droite. Dans cette région d'ex-Allemagne de l'Est, le parti d'extrême droite AfD a obtenu 27% des suffrages aux législatives, le double de la moyenne nationale. Tino Schneegas l'avoue sans détour, la crise migratoire leur a donné un sacré coup de pouce. La crise migratoire est un catalyseur. Ici, les gens ont le sentiment que les partis traditionnels les ont abandonnés et qu'on ne leur demande pas leur avis. Et c'est à cause de cette politique migratoire que de nombreuses blessures se sont rouvertes. Il y a à nouveau une fracture très forte entre la gauche et la droite, mais aussi entre l'ouest et l'est du pays. Pourtant, des étrangers, il y en a certes plus qu'auparavant à Chemnitz, mais ils ne sont que 20 000 pour environ 250 000 habitants. Les événements leur ont laissé un goût amer. Maman a fui les bombes en Irak et cherché refuge en Allemagne. La semaine dernière, la police était en faction devant la porte du restaurant. Jamais je n'aurais pensé vivre une chose pareille. Je suis là depuis 4 ans, j'ai vu des bonnes et des mauvaises choses, mais jamais quelque chose d'aussi grave que ces manifestations. Ici, l'ambiance est toujours aussi tendue. Tous vont rentrer chez eux après le repas. Les étrangers ont peur à cause des nazis. Si tu croises un groupe dans la rue et que tu es seul, tu ne peux rien faire. Maintenant, on a peur. Depuis quelques jours, on n'ose plus se promener dans la rue. C'est triste, les gens ne comprennent pas que c'est un seul individu qui a commis cette chose très grave, que tous les étrangers ne sont pas comme ça. Une nouvelle manifestation contre la politique migratoire et les demandeurs d'asile est prévue ce vendredi à Chemnitz. La tension est loin de retomber. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci.
Retour sur le plateau de Code 24. Elles sont déployées à Chypre, en République démocratique du Congo ou encore au Soudan. Près de 8000 femmes participent aux opérations de maintien de la paix de l'ONU dans le monde. Pilotes, policières, paramilitaires ou techniciennes, elles ne sont encore que 10% à participer aux missions des Nations Unies, mais l'institution espère rapidement une plus grande mixité. Un principe d'égalité, mais aussi d'efficacité. Virginie Hertz nous en dit plus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro spécial d'Actuel sur l'implication croissante des femmes dans les opérations de maintien de la paix. Nous sommes ici à Chypre, une île divisée, partagée entre la communauté grecque et la communauté turque. Dès 1964, l'ONU a déployé ici ses forces et insisté sur la mixité au fur et à mesure des années. Nous verrons comment. Nous irons aussi en République démocratique du Congo, l'une des principales missions des Nations Unies. Mais pour commencer, voici quelques chiffres. En 1948, l'ONU crée sa première force de maintien de la paix. Elle est déployée au Proche-Orient pour surveiller la trêve de la guerre arabo-israélienne. À l'époque, il n'y a aucune femme dans ses rangs. Aujourd'hui, environ 8000 femmes sont déployées dans ces missions et plus de la moitié d'entre elles font partie des militaires ou de la police. Les femmes représentent moins de 4% des soldats et environ 10% des policiers. Ces gardiennes de la paix, en uniforme, sont majoritairement originaires du continent africain. Elles viennent surtout d'Éthiopie, du Ghana, du Sénégal, du Rwanda ou d'Afrique du Sud. Et elles sont surtout déployées au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo, au Darfour, au Liban et en Centrafrique. Depuis 2005, plusieurs femmes ont dirigé des unités de police des Nations Unies, comme au Burundi, à Chypre, au Darfour et au Soudan du Sud. Il faut attendre 2014 pour qu'une femme soit nommée à la tête d'une force des Nations Unies. Il s'agit de la Norvégienne Kristin Lund, un général avec 34 ans d'expérience militaire. C'est dans le personnel civil des missions de maintien de la paix que les femmes sont le mieux représentées. Elles occupent environ 20% des emplois. Mais la plupart des postes à haute responsabilité sont toujours détenus par des hommes. Retour à Chypre, où les femmes de la force des Nations Unies font désormais partie du paysage. Et leur présence aux côtés des hommes a été complètement intégrée par la population. Je crois que c'est une bonne chose d'avoir des femmes mélangées aux hommes dans les forces de police. Car beaucoup de femmes se sentiront plus à l'aise pour parler s'il y a plus de femmes. Ce n'est pas très différent. En fait, c'est normal. Si les deux respectent les gens et la loi, eh bien, il n'y a pas de problème. Ici à Chypre, comme dans les autres pays où sont déployées des forces de maintien de la paix, l'ONU pousse pour qu'il y ait plus de femmes à tous les postes. Je vous propose à présent de partir en République démocratique du Congo avec ce reportage de nos correspondants sur place. Plusieurs fois par semaine, Farzana dirige la maintenance des 6 hélicoptères dont elle a la charge. La régularité de cette inspection est essentielle. C'est très méticuleux. Tout est à inspecter point par point. Si l'on rate un seul détail, cela créerait un problème à la prochaine inspection. C'est avec une certaine fierté que cette militaire bangladaise, mère de famille de 31 ans, occupe un poste à haute responsabilité sur un terrain dangereux. Je me sens bien.
Et surtout, je suis très fière. Car quand la population locale, et notamment les Congolaises, voit que nos femmes travaillent dans l'armée comme pilotes ou ingénieurs, ou même dans le civil, cela leur donne du cran. Elles auront le courage de se défendre contre la violence et de revendiquer leurs droits. On leur donne confiance. Au sein du même contingent bangladais, certaines casques bleus sont aussi plus proches du terrain et de la population et doivent maintenir une forme physique irréprochable. Rifat entraîne ses troupes tous les matins. Ici au Congo, l'entraînement est très intense parce que nous patrouillons sur des terrains difficiles. C'est essentiel pour les soldats d'être toujours préparés. Sur le terrain, en patrouille, Rifat recueille les témoignages de la population. Nous nous mélangeons à la population. En général, nous nous renseignons sur leurs souffrances et sur les problèmes auxquels elle fait face. Nous demandons aux femmes comment vont leur santé et leur hygiène. Quant aux enfants, nous vérifions qu'ils vont bien à l'école et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. La province de l'Ituri est frappée par des vagues de violence depuis plusieurs mois. La prudence est de mise avant d'aller à la rencontre de la population, souvent démunie. Hello. Avec l'aide d'une interprète, Rifat peut discuter avec les mères de famille, mieux comprendre leurs souffrances et ce qui leur manque. Quels sont les problèmes auxquels elle fait face en tant que femme? Il y a tellement de difficultés. J'ai perdu tout mon argent et plusieurs membres de ma famille. Nous faisons face à tellement de problèmes. 1,4% des casques bleus bangladais sont des femmes, qui représentent seulement 3,5% sur l'ensemble des contingents étrangers en RDC. Mais l'apport de ces femmes dans l'un des pays les plus instables d'Afrique est inestimable. Mamie. Les forces des Nations Unies pour le maintien de la paix à Chypre sont dirigées par une femme, une Canadienne. Je vous propose à présent d'aller à sa rencontre. Elisabeth Spéard, bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Alors, l'ONU et le secrétaire général des Nations Unies veulent impliquer plus de femmes dans les opérations de maintien de la paix. Pourquoi ? Bon, tout d'abord, le secrétaire général et l'ONU dans son ensemble croient que avoir plus de femmes dans ce genre de rôle est très important parce que nous devons mener ou donner l'exemple au monde entier que les femmes peuvent faire tout et doivent avoir des opportunités dans tous les domaines. Nous représentons plus de 50% de la population mondiale et donc on a droit et on devrait être vu dans tous les domaines et dans toutes les positions. Il y a la question de la justice, mais est-ce que les femmes apportent quelque chose de différent aux opérations de maintien de la paix ? C'est la justice, mais aussi c'est en fait l'efficacité. Souvent les perspectives des femmes sur le conflit sont différentes parce que elles voient le conflit non seulement du point de vue macro, mais aussi le conflit tel qu'il impacte la communauté, leur famille et l'individu. C'est pas toujours la perspective qu'on reçoit des hommes avec lesquels on parle traditionnellement. L'objectif des Nations Unies, c'est d'avoir la parité. Pourtant, pour le moment, il y a seulement moins de 10% de femmes dans des opérations de maintien de la paix. Du côté militaire, c'est peu finalement. Tout d'abord parce qu'en termes d'opérations militaires, comme vous le savez, dans presque tous les pays, les forces armées sont considérées un domaine non traditionnel pour les femmes. Donc pour pouvoir avoir plus de femmes militaires et femmes policiers dans nos missions de maintien de la paix, il faut commencer par les pays mêmes, les pays qui contribuent. Cela dit, c'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer parce que c'est une priorité pour beaucoup de pays. Si on pense au rôle de la police, quand il s'agit de certains domaines, par exemple l'harcèlement sexuel, la violence sexuelle, etc., c'est souvent
plus facile pour une femme de parler avec une autre femme de sa situation, de ses expériences, qu'avec un homme. Donc, de ce point de vue-là, avoir une parité de genre ou avoir plus de femmes dans ce genre de service rend le service plus efficace et plus proche aux gens. Est-ce qu'avoir plus de femmes dans des missions de police, c'est finalement une réponse aux scandales d'abus sexuels qui ont impliqué des casques bleus, par exemple, en RDC? C'est pas une réponse directe, c'est simplement une politique nouvelle que nous croyons va beaucoup aider dans le futur à ce que ce genre de situation ne se répète plus. C'est une chose d'impliquer les femmes dans les opérations de la paix. En général, c'est une autre chose de les diriger. Vous êtes une des 4 femmes seulement à diriger une mission d'opération de la paix de l'ONU. Pourquoi est-ce qu'il y en a si peu? Est-ce que dans votre carrière, vous avez dû faire face à du sexisme? Je pense que toute femme professionnelle a rencontré tôt ou tard ou pendant sa carrière des instances de sexisme. Malheureusement, c'est quelque chose d'assez commun. Mais en termes de pourquoi on est si peu, comme leader des missions de maintien de la paix, je pense que les missions de maintien de la paix ont eu cette image d'opérations complexes sur le terrain. Les gens n'associaient pas les femmes à ce genre de travail. Deuxièmement, entre autres, l'image des missions de maintien de la paix ont été très comme militarisées et nous savons que la carrière militaire n'est pas non plus traditionnellement associée à, disons, au rôle de la femme. Donc tout ça a dû évoluer avec le temps et maintenant, évidemment, ces concepts ont changé. Mais il y a encore certainement du chemin à traverser. Du chemin à parcourir. Elisabeth Spéard, je vous remercie pour cet entretien. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale d'Actuel. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se quitte depuis cet ancien aéroport de Nicosie, la capitale de Chypre, où ont eu lieu les combats les plus intenses entre Grecs et Turcs en 1974. Un aéroport qui est fermé depuis et qui attend pour réouvrir le règlement du conflit. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée.